C'est l'un des avions les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale. Une machine redoutable, aussi dangereuse pour l'ennemi que pour son propre pilote. Le Sopwith Camel, un avion de légende qui a marqué à jamais l'histoire de l'aviation. En octobre 1916, le tout nouveau chasseur britannique Sopwith Pup arrive au front. Léger, très maniable et facile à prendre en main, il est décrit comme une machine parfaite, aux commandes équilibrées et qui obéit à son pilote. Il rencontre immédiatement un grand succès auprès des pilotes britanniques et s'impose dans les cieux. Il surclasse les chasseurs allemands de l'époque et devient même le seul avion allié capable de grimper assez haut pour intercepter les redoutables Zeppelins. Mais à une époque où l'aéronautique évolue à toute vitesse, le Pup se retrouve surclassé par les nouveaux avions allemands dès le printemps 1917. Le mois d'avril est particulièrement difficile, les Britanniques perdant 245 appareils lors de la bataille d'Arras. Il leur faut de toute urgence un nouvel avion, plus rapide et mieux armé. Cette mission cruciale est confiée à Herbert Smith, ingénieur en chef chez Sopwith et déjà derrière le Pup. En réalité, le développement du Sopwith F1 débute dès la fin de l'été 1916, soit avant même l'entrée en service active du Pup. Du concept au prototype, il ne fallut que 6 semaines, et en 9 mois, l'appareil était prêt au combat. Le premier vol du prototype a lieu le 22 décembre 1916 et en mai 1917, le ministre de la guerre passe une première commande de 250 exemplaires. Très vite, les pilotes le surnomment Camel à cause du carénage bombé qui recouvre les culasses des mitrailleuses, destinées à les protéger du gel à haute altitude, formant une sorte de bosse. Le Camel mesure 5,72 m de long pour une envergure de 8,53 m. À vide, il ne pèse que 422 kg et 659 kg en ordre de vol. C'est assez peu si on le compare à l'Albatros D3 allemand qui fait 7,33 m de long, 9 m d'envergure et 661 kg à vide. Sa conception est assez classique pour l'époque. Une structure en bois à poutres caisson recouverte de contreplaqué autour du cockpit, entoilée pour le reste, et protégée par un habillage en aluminium autour du moteur. L'empennage et l'arrière du fuselage sont d'ailleurs repris quasiment à l'identique du Sopwith Pup. Les ailes s'inspirent des chasseurs français Nieuport, avec une aile inférieure fortement diédrique, mais l'aile supérieure est plate pour simplifier la production. Chaque aile dispose de 2 ailerons. Et pour améliorer la visibilité du pilote, une découpe est pratiquée juste au-dessus du cockpit. Côté armement, le Camel est une grosse évolution par rapport à son prédécesseur. Il est équipé de 2 mitrailleuses Vickers de calibre 7,7 mm, synchronisées pour tirer à travers l'hélice contre une seule sur le Pup. Il s'agit de l'arme standard des chasseurs britanniques et français. Ces mitrailleuses sont modifiées pour l'aviation avec une cadence de tir qui grimpe à 1000 coups par minute, le double du modèle d'infanterie. Théoriquement, la portée efficace est de 2000 mètres. Mais en combat aérien réel, avec les vibrations du moteur, les mouvements rapides et l'instabilité, on est plutôt dans l'ordre de la centaine de mètres. Pour la motorisation, l'industrie britannique dépend encore fortement de la France. Le Camel est ainsi équipé d'un moteur rotatif français Clerget 9B de 130 chevaux. Pour éviter que le manque de moteur ne ralentisse la production, certains appareils reçurent d'autres moteurs français. Avec le Clerget de 130 chevaux, le Camel atteint 182 km/h, grimpe de 5,51 m par seconde, monte à 5800 mètres et a une autonomie d'environ 480 km. C'est mieux que le Pup, qui plafonne à 5300 mètres pour 180 km/h, mais c'est pas spectaculaire non plus. Surtout quand on regarde la concurrence. L'Albatros D3 allemand atteint 175 km/h avec un plafond de 5500 mètres pour une autonomie identique. Comme vous le voyez, le Camel compte bien plus sur sa mobilité que sur ses caractéristiques pures. Surtout que devoir reposer sur un moteur étranger signifie que les Britanniques accusent un retard technologique pendant quasiment toute la guerre.
Lorsque le Camel arrive au front en juin 1917, le Spad 7 français vole déjà avec un moteur de 180 chevaux et les chasseurs allemands 170. En décembre 1917, certains Camels reçoivent un moteur Gnome de 150 chevaux. Un gain appréciable, sauf qu'entre-temps, les Spad 13 et les SE5A britanniques volent déjà avec des moteurs de 220 chevaux. Le Camel représente pourtant encore presque la moitié des chasseurs britanniques en 1918. Le Royal Naval Air Service préféra le Bentley BR1 de 150 chevaux, une version revisitée par Walter Bentley du clergé. En juin 1917, le Camel entre en service au sein du 4e escadron du RNAS basé près de Dunkerque. Son baptême du feu a lieu le 4 juillet. Ce jour-là, il enregistre sa première victoire et démontre rapidement sa maniabilité supérieure à celle des avions allemands. Fin 1917, 1325 exemplaires ont été construits et dès janvier 1918, il équipe 18 escadrilles britanniques. Mais le prix à payer est élevé. Dès le début, les pertes sont importantes, en particulier lors de la bataille des Flandres. L'escadrille 70 du Royal Flying Corps perd 35 pilotes en une seule année. Pour donner une idée, à cette époque, une escadrille compte en théorie 18 avions. Ça signifie que l'escadrille a perdu l'équivalent de 2 fois la totalité de son effectif en quelques mois. Il faut dire que si le Pup est célèbre pour sa facilité de pilotage, le Camel, c'est tout l'inverse. Avec 90% de son poids concentré sur les 2 premiers mètres à l'avant, le centre de gravité est extrêmement avancé, ce qui le rend très maniable. Combiné au moteur rotatif, il peut faire des virages à droite incroyablement serrés, et vire à droite plus rapidement que n'importe quel autre chasseur de l'époque. Mais cette manœuvrabilité a un prix. Le Camel est terriblement instable. Il pique en virage à droite, le nez monte en virage à gauche et à la moindre erreur, il décroche et part en vrille. Certains pilotes le décrivent comme une petite machine vicieuse. Entre les mains d'un vétéran, c'est une arme redoutable, mais pour un novice, il est impitoyable. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On compte quasiment autant de morts à l'entraînement qu'au combat. Avec 380 pilotes tués en instruction contre 420 au combat. À ça s'ajoute une formation extrêmement insuffisante des pilotes du RFC. Son chef, Sir Hugh Trenchard, est un partisan acharné de l'offensive à outrance, ce qui entraîne évidemment des pertes absolument catastrophiques. Cela obligea à réduire la formation des nouveaux pilotes au strict minimum afin de les envoyer le plus rapidement possible au front. Sachant qu'à l'origine leur formation était déjà inférieure à celle des pilotes allemands ou français, résultat, certains jeunes aviateurs rejoignent le front avec moins d'1 heure de vol à leur actif. Ce n'est évidemment pas une situation d'avenir, et on s'interrogea rapidement sur la manière de permettre à un novice d'apprendre auprès de pilotes expérimentés. On bricole alors une version biplace du Camel spécialement pour l'instruction. Il va jouer un rôle essentiel dans la baisse des accidents, tandis que la formation des pilotes commence enfin à s'améliorer à partir de fin 1917. Mais dès les premiers mois de 1918, le Camel est déjà dépassé. Face aux nouveaux chasseurs allemands comme le redoutable Fokker D7, il est clairement surclassé, surtout en termes de vitesse et d'altitude. S'il reste redoutable en dessous de 1500 mètres et quasiment intouchable en combat tournoyant, les Allemands le savent très bien et ils ne vont pas s'amuser à descendre à son niveau pour un duel équitable. Avec l'avantage de la vitesse et de l'altitude, il dicte les termes de l'engagement et laisse le Camel dans une position de plus en plus difficile. Résultat, le rôle du Camel évolue. Il est de moins en moins utilisé comme chasseur pur et de plus en plus pour l'attaque au sol. Dans ce rôle, il inflige de lourdes pertes aux troupes allemandes, mais il en subit aussi énormément. Comme le Camel est disponible en grande quantité, les Britanniques en redéploient aussi sur des fronts moins intenses. On le retrouve en Italie, en soutien aux Italiens après la défaite de Caporetto. Il combat aussi dans les Balkans, à Salonique, en Mésopotamie, l'actuel Irak, ou encore depuis les îles grecques en mer Égée. Mais pendant ce temps, la situation se tend à l'ouest. Le 3 mars 1918, la Russie signe une paix séparée avec l'Allemagne, mettant fin au front de l'Est.
Les Allemands rapatrient alors leurs troupes pour lancer une vaste série d'offensives censées leur permettre de gagner la guerre avant l'arrivée des Américains. Et le 21 mars, ils lancent l'offensive Michael qui enfonce le front britannique de la Somme de 50 km. La Royal Air Force, tout juste créée par la fusion des RFC et RNAS, envoie alors toutes ses escadrilles de Camel capables d'emporter des bombes pour attaquer les colonnes allemandes et les ralentir coûte que coûte. Mais ces missions sont terriblement risquées. Entre les chasseurs allemands plus performants et les tirs nourris venus du sol, les pertes sont très lourdes. En moins de 2 semaines, 50 pilotes de Camel sont tués, disparus ou capturés. Et le pire reste encore à venir. Lors de l'offensive des 100 jours, qui marque l'offensive finale des Alliés, les pertes atteignent jusqu'à 90 pilotes par mois. En plus de ses missions au front, le Camel joue également un rôle crucial dans la défense de l'Angleterre. Les raids aériens des Zeppelins et bombardiers allemands, qui, bien que faisant des dégâts limités, causent une forte inquiétude et de vives critiques dans la population britannique. Pour protéger le territoire national, des Camels initialement prévus pour le front français sont détournés pour la défense du Royaume-Uni. La première escadrille est opérationnelle en juillet 1917 et à la fin de la guerre, 7 des 12 escadrilles de défense territoriale sont équipées de Camel. Pour limiter les risques d'interception, les Allemands finissent par privilégier les bombardements nocturnes. Mais le Camel s'adapte aussi à la nuit. Certains sont modifiés en véritables chasseurs nocturnes. Les mitrailleuses Vickers sont remplacées par des mitrailleuses Lewis, montées au-dessus des ailes, évitant que les tirs n'aveuglent le pilote. Ces mitrailleuses ont l'avantage de tirer des munitions incendiaires, redoutables contre les dirigeables et bombardiers, mais trop dangereuses pour des armes synchronisées avec l'hélice. Le poste de pilotage est aussi reculé pour permettre aux pilotes de recharger. Cette version reçoit le surnom de Sopwith Comic. Ces avions interceptent de nombreux bombardiers allemands en 1918. Dans la toute première victoire aérienne de nuit de l'histoire, un bombardier Gotha abattu au-dessus de Londres le 25 janvier 1918. En août, un Zeppelin est même abattu à plus de 6400 mètres d'altitude. En juin 1918, la RAF forme l'escadrille 151, équipée de Camel, la toute première unité spécifiquement dédiée au combat nocturne. Pour lutter contre les Zeppelins qui menacent les navires de guerre, le RNAS équipe certains de ses navires d'une version embarquée, le Camel 2F1. D'une envergure un peu plus courte, un moteur de 150 chevaux et l'une des mitrailleuses Vickers est également remplacée par une Lewis pour pouvoir utiliser les fameuses munitions incendiaires. Ces avions sont installés sur une quarantaine de navires qui disposent d'une rampe de lancement placée sur une tourelle canon. A noter qu'une fois la mission terminée, le pilote ne peut pas revenir au navire. Il doit amérir pour être récupéré par un navire d'escorte. Les Camels embarqués sont aussi lancés depuis des barges spéciales remorquées à grande vitesse permettant à l'avion de décoller sur l'eau. C'est également lui qui équipa le HMS Furious, le premier porte-avions au monde. En réalité, un croiseur converti avec des plateformes aménagées à l'avant et à l'arrière pour les décollages. À partir de mai 1918, les Camels du Furious assurent des patrouilles anti-Zeppelin en mer du Nord. Mais surtout, en juillet, ils participent à la toute première attaque aérienne lancée depuis un porte-avions lorsque 7 d'entre eux bombardent la base allemande de dirigeables à Thunder. À la fin de sa production, ce ne sont pas moins de 5747 Sopwith Camel, toutes versions confondues, qui sont sortis des ateliers. Parmi leurs pilotes, l'as canadien William George Barker est crédité de 46 victoires, toutes remportées aux commandes d'un même Camel, entre septembre 1917 et septembre 1918, un record pour un même appareil. Mais les pilotes du Camel ont payé un lourd tribut. Lorsque la guerre prend fin, 866 appareils avaient été abattus par l'ennemi, causant la mort de 420 pilotes. À cela s'ajoutent 380 décès survenus à l'entraînement, ainsi que plus de 200 pilotes faits prisonniers. Le développement de son remplaçant, le Sopwith Snipe, débuta dès avril 1917, mais il n'entra en service que quelques semaines seulement avant l'armistice. Ainsi, le Camel resta en service, même après la guerre.
Les Grecs en utilisèrent pour des opérations d'attaque au sol pendant la guerre gréco-turque de 1919 à 1921. Pendant ce temps, plusieurs escadrons britanniques sont envoyés en Russie pour soutenir les armées blanches fidèles au tsar dans leur lutte contre les bolcheviks. Au début, ils bombardent des bases et apportent une protection aérienne aux navires de la Royal Navy. Puis, à partir de 1919, ils soutiennent directement les forces blanches. Mais la guerre tourne irrémédiablement en faveur des Rouges, et en mars 1920, les forces britanniques se retirent de Russie. Pour éviter leur capture, les camels restants sont détruits, signant ainsi la fin de carrière de ce mythique chasseur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.